Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, toujours avec l'historien et théologien Jean-François Colossimo. Une autre irréductible nous a rejoint, la directrice de la Revue des Deux Mondes, Valérie Toragnan. Valérie Toragnan, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire paraître un texte très fort aux éditions du CERF, L'Arménie du sang sur nos mains, un texte qui fait le bilan de la guerre du Haut-Karabakh. C'était il y a tout juste un an, à l'automne 2020, l'Arménie perdait son sanctuaire historique à l'issue d'un terrible conflit avec l'Azerbaïdjan, soutenu et armé par la Turquie. Un an après, quelle est la situation sur place ? La situation sur place est la suivante, c'est que d'abord cette guerre a été tragique pour les Arméniens, 44 jours, Blitzkrieg, je dis dans ce placard que c'était Star Wars contre Verdun, parce que les lignes arméniennes ont été immédiatement pulvérisées lors de cette agression azerbaïdjanaise, soutenue par la Turquie, comme vous l'avez dit, et soutenue aussi avec en première ligne des djihadistes mercenaires, essentiellement syriens, payés par la Turquie. Ça s'est donc passé en 44 jours, et le Karabakh a été donc occupé au tiers par l'armée azerbaïdjanaise, stoppée in extremis et au dernier moment par les Russes, dont vous parliez tout à l'heure, qui sont effectivement la seule armée dans la région et les seuls gendarmes dans la région. Et puis tous les districts autour que les Arméniens occupaient depuis 92, la première guerre, et qui devaient servir de monnaie d'échange dans une négociation, ils ont été aussi réinvestis par l'Azerbaïdjan. C'est 4000 morts du côté des Arméniens. C'est plus d'un tiers d'une génération des 18-20 ans qui a été balayée. C'est des grands blessés, des handicapés. On a utilisé des bombes au phosphore contre les Arméniens dans cette guerre, y compris contre les populations civiles, parce que là, je parlais des premières lignes, mais dès les premiers jours, Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, a été bombardée et vidée de ses habitants. Et puis des prisonniers qui sont toujours pas revenus, que l'Azerbaïdjan libère au compte-gouttes. Et quand on sait et quand on a vu sur les vidéos et sur les réseaux sociaux les vidéos des soldats postées par les soldats eux-mêmes, de torture, de décapitation, de mutilation de cadavres qui se sont exercées sur les Arméniens, il est sûr que pour les familles de ces soldats-là qui sont toujours emprisonnés ou dont on est sans nouvelles, c'est une vraie angoisse. Et puis surtout, depuis, il y a eu un cessez-le-feu le 8 novembre, certes, mais ça ne s'est pas arrêté. Parce que maintenant, il y a des incursions, des escarmouches à la frontière de l'Arménie même. Alors là, on ne parle pas de la région du Karabakh qui est côté de l'Azerbaïdjan, on parle de l'Arménie même, de ses frontières. Et ça se poursuit, ça se continue de façon régulière. C'est-à-dire qu'on tire sur les populations, c'est une espèce de menace permanente. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de terrifier ces populations, de dire de toute façon on est là, on ne reculera pas, on est là pour avancer parce qu'on estime que ces terres sont les nôtres. Le président Aliyev a quand même affirmé que la capitale même de l'Arménie était un territoire azerbaïdjanais pour lui. Il faut le faire, quoi. Historiquement, c'est des Historiquement, justement, rappelez-nous d'où vient ce conflit. Il vient de loin. Quelles sont ses origines ? Alors, je vais essayer d'être synthétique et brève. Là, c'est effectivement un sanctuaire arménien depuis l'Antiquité, le Haut-Karabakh. J'arrive directement à la période au XXe siècle, c'est-à-dire qu'après le génocide arménien, d'ailleurs, au moment du génocide arménien qui s'est passé sur l'Empire ottoman, les rescapés essayaient de fuir vers ce qui deviendra après l'Arménie soviétique, Yerevan et sa région, et aussi vers le Karabakh, qui était une zone sanctuaire. Les bolcheviks arrivent, révolution russe, les bolcheviks. Staline décide arbitrairement que cette région, qui a toujours été majoritairement arménienne, va être rattachée à l'Azerbaïdjan. Et là, c'est le choc. D'ailleurs, y compris même les observateurs anglais sur place à l'époque disent « Mais enfin, c'est incompréhensible, pourquoi on laisse tomber les Arméniens sur cette région alors que c'est la leur, etc. » Non, mais Staline, et c'est en ça que c'est très intéressant, ça nous rappelle, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, il est extrêmement attentif aux populations musulmanes. Il sait que dans cette future Union soviétique qui va être créée, il n'est pas question de trop heurter frontalement cette population. Je rappelle quand même que le congrès de Bakou 1920, on estime que même les musulmans sont une force révolutionnaire, progressiste, et c'est un peu quelque part le berceau de l'islamo-gauchisme, ce congrès. Donc voilà, on leur fait plaisir. Et puis il y a la Turquie de Kemal qui arrive et qui menace, et on n'a pas du tout envie que les musulmans du coin se s'allient avec Kemal. Avec les Turcs. Donc voilà, et c'est entériné.
cette région a un statut spécial, un oblast, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais qui lui permet aussi, soi-disant, constitutionnellement, de sortir à un moment donné et de se rattacher il y a quelque chose qui est laissé comme ça en suspens. Et donc, pendant 70 ans, les Arméniens vont réclamer ça, ce rattachement, qu'ils n'obtiendront évidemment jamais. Perestroïka arrive, et là, c'est la libération de cette envie de liberté et de se dire tiens, les choses vont changer. Et Gorbatchev dit les choses vont changer, on le prend au mot. Et là, c'est des grandes manifestations pour dire on veut le rattachement. Je vais vite. Un référendum, je crois. Référendum où à 99% ils réclament leur rattachement. Mais alors Bakou n'entend absolument pas les choses de cette manière. Il y a des pogroms qui ont lieu, des pogroms sanglants. Contre lesquels d'ailleurs des personnalités comme Sakharov et Elena Bonner à l'époque vont s'élever en disant mais qu'est-ce qu'on fait, les Russes étaient là, ils ne sont pas intervenus. Il y a eu des carnages dans les quartiers arméniens de villes comme Sumgait, Bakou, qui ne sont pas le Karabakh, hein. C'est pour dire que la menace elle était très anti-arménienne. Et puis on arrive à cette guerre, c'est-à-dire que les Arméniens du Karabakh comprennent que Bakou non seulement ne va pas aller dans leur sens, mais qui sont déchaînés et furieux. Et c'est la première guerre. Et cette première guerre, au bout de plusieurs années, les Arméniens la gagnent, c'est-à-dire qu'ils instituent une république autonome de l'Artsakh, c'est le nom arménien de Karabakh. Mais voilà, 30 ans après, les Azerbaïdjanais attendaient le moment propice pour prendre leur revanche. Et ben, c'était parfait. Les Américains étaient en campagne électorale avec Trump et Biden. Il y avait le Covid, la Covid dans le monde entier. Et c'était le moment où l'Arménie était faible. Et puis, de toute façon, ils ont été équipés d'une technologie incroyable, parce que notamment ces drones kamikazes, qui étaient capables de... j'étais en Arménie, ils disaient les soldats, mais de toute façon, on a été attaqué par un ennemi qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on était mort. Enfin, les premières lignes étaient mortes et on ne savait pas d'où étaient venus les coups. Et ça, cette technologie extrêmement sophistiquée, c'est des drones à la fois turcs, canadiens, israéliens, etc. L'Azerbaïdjan en a profité grâce à la Turquie. Et c'est ce qui a fait la différence. La Turquie, justement, vous l'avez dit, a joué un rôle dans ce conflit. Jean-François Colosimo, vous avez écrit un livre sur la Turquie, Le sabre et le turban. Pourquoi la Turquie s'attaque comme ça à l'Arménie? Torano pourrait le dire aussi bien que moi. La Turquie, c'est le pays qui nie le génocide des Arméniens en 1915, qui a été commis au sein de l'Empire ottoman. La Turquie, c'est le pays qui considère qu'elle fait en fait qu'un seul peuple et qu'une nation avec les Azéris, les habitants de l'Azerbaïdjan. La Turquie, c'est le pays qui, sous Erdogan, mène des offensives partout, à Chypre, dans l'Égée, en Syrie, en Irak, en Libye, au Liban, contrarie partout la France. Et la Turquie, en fait, elle a rejoint le cauchemar arménien de 1915 en rééditant d'une certaine façon 1915, puisque toute l'action de 1915, c'était que les Turcs devaient se rassembler entre eux, faire une grande nation pan-turque, et que les Arméniens étaient au milieu, d'où la décision de les éliminer à tout jamais. Et c'est pour ça qu'on a eu des discours avec des relents génocidaires à Ankara et à Bakou. Valérie Torano, vous écrivez dans votre livre, finalement, Erdogan est en train de finir le travail du génocide. Oui, il finit le travail, il reprend les choses avec des revendications qui sont très nettes, comme le disait Jean-François Colosimo, et puis finir le travail, ça veut dire autre chose. On extermine une population, d'abord on la passe par les armes, ensuite on la fait fuir, et troisième chose, on fait disparaître toute trace de cette population. Et on voit se passer en ce moment en Azerbaïdjan et sur la question du Karabakh quelque chose de très intéressant, c'est que cette région est tellement arménienne qu'ils ont beaucoup de mal à expliquer scientifiquement qu'elle est azerbaïdjanaise. Il y a tellement de monuments, de monastères, d'églises, de forteresses arméniennes chrétiennes avec ces pierres de croix qui sont typiquement arméniennes, etc. dans les cimetières, qu'ils ont inventé un nouveau récit qui consiste à dire qu'en fait, toutes ces traces chrétiennes, ce ne sont pas du tout les Arméniens, ce sont les Albanais du Caucase, qui serait un royaume qui aurait disparu au 7e siècle et dont eux, les Azéris... C'est une forme de révisionnisme. Mais c'est un révisionnisme total. Mais enfin, on a l'habitude, parce que de toute façon, le négationnisme fait déjà partie de l'histoire turque sur la question du génocide arménien. Et là, c'est un révisionnisme. Et évidemment, ça fait rire tous les historiens sérieux. Mais pour eux, c'est totalement accrédité au plus haut niveau. C'est-à-dire que Aliyev montre des inscriptions sur des églises arméniennes en disant « Vous voyez, ça, c'est une église albanaise. Les Arméniens sont des menteurs, etc. » Plus c'est gros, plus ça passe. Enfin, je pense que ça passe pas trop. Mais comme en face de ça, on a quand même l'UNESCO, qui est une institution qui serait censée être, alors elle aussi au boulot et faire preuve d'autorité, de fermeté par rapport à tout ça.
mais qu'elle-même est travaillée par des contradictions et qu'elle ne veut pas déplaire à l'Azerbaïdjan et que beaucoup d'institutions dans le monde, en Europe, reçoivent des subsides de l'Azerbaïdjan, tout ça nous complique beaucoup le travail. Et c'est pour ça aussi que la voix des Arméniens a de la peine à se faire entendre au niveau européen, au niveau des grandes institutions mondiales. Et c'est vraiment quelque chose de pas négligeable. La propagande et le soft power azerbaïdjanais, en France, en Europe et particulièrement, est assez impressionnante. Ça a été extrêmement bien documenté par une enquête internationale qui a été publiée par le journal Le Monde en 2017 sur la lessiveuse azerbaïdjanaise. Et il y a des chiffres qui sont sortis qui sont complètement terrifiants. Il y a vraiment des millions et des millions d'euros qui ont été dépensés pour acheter le silence dans des institutions. Le silence pas que sur la question du Karabakh, le silence sur la dictature. Le clan Aliyev qui est quand même là... au pouvoir, avec toute c'est quand même sa femme qui est vice-présidente du pays. Il faut voir ce que c'est l'Azerbaïdjan. Les prisonniers politiques, le manque de liberté d'expression, etc. Et puis cette question extrêmement... pour eux essentielle et explosive, qui est la question du Karabakh, sur laquelle ils sont dans une haine féroce. Faut lire... Il faut voir les réseaux sociaux en Azerbaïdjan, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. On parlait de l'Azerbaïdjan, mais revenons à la Turquie, qui est quand même la puissance qui arme l'Azerbaïdjan. La Turquie qui est dirigée par un homme fort, Erdogan. Certains voient en lui, et je me tourne notamment vers Jean-François Colosimo, un islamo-fasciste, et vont même jusqu'à le présenter comme le lointain descendant d'Adolf Hitler. Est-ce que c'est un point Godwin totalement excessif, ou est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans ? Disons que Adolf Hitler a eu tellement d'avatars depuis la chute du mur de Berlin, Saddam Hussein, etc., qu'on va éviter ce langage-là. Non, c'est Erdogan, c'est en fait l'incarnation de ce malaise identitaire turc qui est originel, à savoir la création d'une espèce de citoyen idéal qui serait ethniquement pur et religieusement pur, à savoir turc et sunnite, lequel citoyen, en fait, pour le construire, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout ce qui n'est pas lui. Et ça, c'est la continuité entre Mustafa Kemal et Erdogan. C'est la continuité turque depuis un siècle. Alors, on a éliminé les Arméniens, on a éliminé les Grecs, mais aujourd'hui, on élimine les Turcs, les Kurdes, on élimine les Alévis. Les Alévis sont des musulmans, mais ils ne sont pas sunnites. Les Kurdes, ce sont des musulmans, pour la plupart, mais ils ne sont pas turc. Donc on est là-dedans et en fait on a un projet qui est un projet de fuite en avant par rapport à un trou identitaire fondamental. Et c'est pour ça que lorsque vous allez à Éphèse ou à Pergame, on vous déclare que ce sont des grands monuments anatoliens, de la même façon qu'aujourd'hui, et ça c'est là où il faut que la France intervienne, je suis parfaitement d'accord avec Valérie Toragnan, de la même façon qu'aujourd'hui, on assiste à une réécriture complète du Karabakh. Jean-François Colosimo, merci. Vous restez avec nous. Valérie Toragnan aussi, sur Sud Radio dans Les Irréductibles. Après la pause, nous nous demanderons en quoi cette guerre du Haut-Karabakh nous concerne finalement directement. Est-ce que c'est aussi notre guerre? Les réponses de Jean-François Colosimo et Valérie Toragnan après la pause. Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec Valérie Toragnan et Jean-François Colosimo. Avant la pause, nous évoquions la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh. Dans le texte que vous faites publier aux éditions du CERF à propos de cette guerre, Valérie Toragnan, vous expliquez que nous avons du sang sur les mains. Pourquoi cela? Parce que la vraie question que pose ce conflit, au-delà des milliers de morts, c'est est-ce que oui ou non, finalement, les Arméniens ont le droit d'exister, de vivre et de continuer à vivre sur ces terres qui sont les leurs depuis des siècles. Il y a eu déjà la saignée, au cours des siècles, il y a eu plusieurs saignées au 19e siècle, et même avant, je réduis. Il y a eu le 20e siècle et le génocide. Aujourd'hui, il y a ce parachèvement. Et la question qui nous est posée à nous, nous Français, nous Occidentaux, mais enfin l'Occident, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, donc déjà, parlons de nous Français. Ce qui se passe là-bas, c'est une question qui se pose en termes, oui, disons-le, un peu civilisationnel aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'on appartient à une même entité, une civilisation, qui aussi défend des valeurs. Les Arméniens, je rappelle que c'est la seule démocratie dans la région, si on regarde tout autour, il n'y en a pas. Les Arméniens ont toujours été extrêmement proches des valeurs occidentales.
ils sont imprégnés de culture judéo-chrétienne, grecque, latine, mais même des Lumières. Ce sont des admirateurs des Lumières. Vous savez, j'étais en voyage juste après la guerre, au moment du cessez-le-feu, à Stepanakert, déserté, où il n'y avait rien, il n'y avait même pas un hôtel, et on cherchait à manger, et on tombe sur un boucher. Et la première chose qu'il nous dit quand on est français, c'est ah, mais la France, c'est formidable. La France, heureusement, comme Emmanuel Macron a parlé, et heureusement que la France, dans l'histoire de l'Arménie, était là. Mais est-ce que vous croyez que vous allez continuer à nous soutenir? C'est touchant, c'est-à-dire c'est touchant et en même temps dramatique, parce que c'est vrai qu'il y a eu des belles paroles pendant le conflit, mais pas grand-chose d'autre. Je pense qu'il y avait une vraie tradition francophile chez les Arméniens, c'est sûr, mais même arménophile au 19e siècle. Et puis surtout, j'ai envie de dire, mais vous savez, j'ai quitté la France pour aller au Karabakh. Il venait d'y avoir l'assassinat de Samuel Paty, et j'arrivais dans un pays où on tuait les jeunes Arméniens au cri de Allah Akbar. C'était ça, en gros. Il y a un moment donné, on est quand même saisi par quelque chose. Je veux bien qu'il ne faille pas faire d'amalgame et que rien ne se ressemble, mais quand même, c'est pas non plus rien à voir complètement. Donc en fait, si à chaque fois on cède, si à chaque fois on dit mais c'est pas grave, mais que Erdogan avance, et puis il a qu'à avancer en mer Égée, et puis il a qu'à avancer dans le Karabakh, et puis en Arménie, bah oui, bah c'est comme ça, c'est la vie, etc. Mais même nous sommes, qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, on est en Europe, on a fait l'Europe. Et quand la Grèce se fait attaquer sur la question de la mer Égée, c'est un pays membre, on n'est pas capable de réagir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les Kurdes défendent contre l'État islamique, quand la Turquie les attaque, on s'en fout, on les laisse tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi l'honneur d'un pays d'être capable de se défendre. Et puis n'oublions pas Erdogan, ce que ça veut dire en France. Hein. C'est le promoteur d'un islam, c'est un frère musulman, c'est le promoteur d'un islam très conservateur. Je rappelle qu'ils veulent même pas signer les imams turcs, hein, la charte sur le séparatisme. Voilà. La loi sur le séparatisme, Erdogan a déclaré qu'Emmanuel Macron était un débile. Enfin, il est contre l'assimilation. Il a dit aussi aux Turcs, aux Turcs français, c'est un crime. Ou aux Français d'origine turque. C'est un crime. Oui, c'est un crime. Ne vous assimilez pas. Ouais. Voilà. Alors à un moment donné, c'est tout. Et puis c'est de dire aussi que à force de tous ces petits Munich successifs, bien sûr, c'est loin, ces 3000 km, ça a l'air de ne pas nous concerner, mais quand même, c'est une histoire commune qu'on a, et c'est aussi la place de la France de dire stop, on ne peut pas supporter que Erdogan n'en fasse qu'à sa tête. Est-ce que quelqu'un aura le courage de ne pas céder à cet évidemment chantage incroyable qu'il nous fait sur l'immigration, parce que c'est ça aussi la vérité, et que l'Allemagne ne veut surtout rien savoir parce qu'elle a une énorme communauté turque chez elle. Mais quand même, à un moment donné, ce n'est pas juste pour les Arméniens, c'est aussi pour nous qu'il faut réagir. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Dans et vous, Jean-François Colossimo, comment vous expliquez cette absence totale de réaction de l'Europe? C'est la crainte de l'immigration, c'est une naïveté totale par rapport à Erdogan. Qu'est-ce que c'est? On prête à Hitler, on parlait d'Hitler tout à l'heure, on prête à Hitler ce mot. Nous ferons avec les Arméniens ce que les Turcs ont fait, nous ferons aux Juifs ce que les Turcs ont fait aux Arméniens. Qui s'en souvient? Donc je pense qu'il y a une forme, non, grâce aux efforts des Arméniens qui d'ailleurs ont toujours porté une forme de discrétion très profonde sur leur tragédie, mais malgré tout le travail historique a été fait, et aujourd'hui on sait que le génocide a existé. Mais pendant longtemps, ce génocide était tout à fait, je dirais, soit nié officiellement par la Turquie, soit complètement inconcevable pour l'opinion. Parce que la réflexion, c'était, je crois que Valérie Touragnard avait écrit un jour un texte là-dessus très beau, la réflexion c'était, bon, enfin, si ce génocide avait existé, on l'aurait su. N'est-ce pas? C'était ça. Hein. Bon, et donc, voilà. Donc, en fait, pour la vérité de l'affaire, c'est qu'il y a rapidement deux peuples qui représentent quelque chose par rapport véritablement à une sorte de prisme d'humanité, n'est-ce pas? Deux peuples qui sont à la fois une religion, un peuple, une diaspora, une catastrophe. Et une terre. Et une terre. Ce sont les Juifs et les Arméniens. C'est la même question. Si on considère que lorsqu'on touche aux Juifs, on touche à l'humanité de manière essentielle, et nous l'avons appris en Europe, c'est devenu pour nous véritablement un marqueur pour le coup de civilisation, mais il en va de même pour l'Arménien. Simplement, nous ne le savons pas, nous ne voulons pas le savoir, nous l'ignorons, donc il est temps que cette ignorance cesse. Ce qui se joue au Karabakh,
c'est le destin, c'est pompeux de dire ça, mais c'est le destin de l'humanité et de sa représentation. Si nous acceptons ce qui se passe au Karabakh, ça veut dire que nous acceptons toutes les révisions de l'histoire. Ça veut dire que nous cédons devant la force, comme dirait Simone Veil, la philosophe, n'est-ce pas, et devant le règne de la force. Donc il faut dire non. En fait, encore une fois, nous trompons pas, c'est pas nous qui jugeons les Arméniens, comme font certains d'ailleurs, qui chantent les louanges de Bakou et dont on peut se demander d'ailleurs quels sont exactement leurs bénéfices dans ces affaires-là, n'est-ce pas? Non, ce sont les Arméniens qui nous jugent, ce sont les morts arméniens qui nous jugent, et c'est pour ça que je considère véritablement que le texte de Valérie Toranian vient nous réveiller un an après sur quelque chose qu'on préférait au fond oublier, parce que cette guerre-là nous pose la question de nos propres lâchetés, au fond, de nos propres errances, de nos propres omissions, de nos propres pusillanimités, de nos propres velléités, du fait que c'est là, on n'a plus le cran. Valérie Toranian, justement, vous avez, vous l'expliquez aussi, vous dites c'est difficile finalement de défendre les Arméniens parce qu'ils nous ressemblent trop. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est difficile parce que on l'a constaté, et puis dans la guerre d'il y a un an, on l'a constaté de nouveau. C'est un peuple chrétien, c'est un peuple qui nous ressemble, qui a des valeurs qu'on partage, la démocratie. C'est un peuple, surtout une terre entourée d'ennemis qui sont des musulmans, maintenant des islamistes, surtout très en conquête, hein, contrairement à nous qui sommes plutôt en déclin, et Jean-François Colossimo l'a expliqué tout à l'heure. Il y a quand même un quotidien du matin qui s'est permis de titrer l'extrême droite en soutien avec le Karabakh au début de la guerre, ce qui m'a fait tomber de ma chaise, et j'étais horrifiée de lire ça. Mais c'est un scandale. C'était le Monde, hein, pour ne pas le citer. Libération. C'était Libération, pardon. Et c'est horrible, et ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est comme si on avait non seulement on est les victimes de cette guerre, mais en plus on est victime d'être des chrétiens, parce que finalement être attaqué par des musulmans, c'est pas super confortable pour beaucoup dans les médias ou chez les intellectuels. Ah oui, ça veut dire qu'on va défendre des chrétiens d'Orient. Ah oui, ça fait un peu, on défend les chrétiens. C'est un peu comme si on tout d'un coup on devenait, je sais pas, les promoteurs de l'extrême droite. Mais quel cauchemar d'entendre ça. Vous imaginez les Arméniens qui entendent une chose pareille, alors que la France, Dieu sait dans son histoire si elle s'est illustrée dans la défense des Arméniens, et ça n'a pas été loin de là l'extrême droite, c'était beaucoup aussi la gauche. Donc enfin, mais ne commentons pas. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, on est très vite taxé d'islamophobie dans ce pays. On a presque l'impression que les Arméniens qui disent attention, ça se passe là, c'est des gens qui nous massacrent, c'est des musulmans, et c'est au cri de Allah Akbar, et peut-être que voilà, il faut commencer à dire les choses telles qu'elles sont, le réel existe. Ça en embête certains. Donc voilà, c'est pas populaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de haine de soi, comme si nous avions honte d'appartenir à la civilisation à laquelle nous appartenons? Mais on adore tellement défendre ceux qui ne nous ressemblent pas, et on déteste tellement se défendre soi-même, ce qu'on est, notre histoire, notre culture. Enfin, on a des exemples tous les jours de la façon dont on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et la France, c'est une histoire magnifique, une culture magnifique. On appartient à une civilisation. Il faut avoir le courage de la défendre. Il faut avoir aussi le courage de dire à un moment donné, les gens qui sont là-bas, les Arméniens, ça nous ressemble, et ça nous ressemble beaucoup plus que d'autres qui ont déclaré la guerre. C'est eux qui ont déclaré la guerre. Vous dites qu'ils nous ont déclaré une guerre de civilisation. C'est pas les Arméniens qui attaquent l'Azerbaïdjan avec les étendards du Christ. Hein. C'est quand même pas eux qui ont. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Eux, ils aimeraient vivre tranquillement sur leur terre et qu'on les laisse exister. Donc oui, cette guerre de civilisation, on leur a déclaré. Donc à un moment donné, il faut aussi voir ce qui nous arrive, et quand on voit les choses, qu'on voit exactement ce qui nous arrive. Et en ce sens-là, oui, c'est sûr, nous sommes en déclin parce qu'on a honte de ce qu'on est, et c'est bien dommage. Et on a aussi des belles alliances et des peuples avec nous, avec qui on a une histoire commune. Il faut la rappeler, et que c'est pas une honte. Ça n'empêche pas de tisser des relations. Et les Arméniens en plus sont tellement pas dans une guerre de civilisation qu'eux, ils font partie de ces peuples qui ont été des courroies de transmission entre les cultures de l'Orient et de l'Occident, hein, par les voies commerciales, par les voies culturelles, par les architectes, par toutes les constructions qui ont été édifiées. C'est flagrant. Et d'ailleurs, tout l'Empire ottoman et ses constructions attestent de ça. Donc oui, voyons aussi ce qui se passe sous nos yeux. Pour finir, vous avez 30 secondes chacun. Comment sortir justement de ce déclin civilisationnel pour gagner aussi cette guerre de civilisation qui nous menace ?
Moi, je vais juste pour l'Arménie, je dirais que ce serait bien que la France ait une initiative, parce que la France, c'est encore ce pays qui a une ambition quand même d'exister dans le monde autrement que sur un plan hyper-réaliste économique et qu'elle elle a incarné dans son histoire autre chose. Que Emmanuel Macron peut avoir une initiative, que ce serait tout à l'honneur de la France sur cette question du Karabakh et de l'Arménie et de stopper Erdogan. Et voilà, ce sont des gestes comme ça aussi qui vont faire de nous, les Français, autre chose que un peuple qui se soumet aux aléas économiques. Et non, la France, c'est autre chose. Et j'espère continuer à y croire. C'est une voie. Jean-François Colofino, pour finir de manière très brève, vous croyez à l'initiative de la France encore ? Moi, ce que je pense, c'est que, contrairement peut-être à une vision un peu ratatinée qui a cours en ce moment, la France, elle est grande quand elle est généreuse. La générosité, c'est une vertu chevaleresque. C'est le fait d'avancer à gorge découverte parce qu'on n'a pas peur de mourir. Plutôt que de parler sans arrêt de l'angoisse de mourir, recommençons à vivre en français, c'est-à-dire grandement. Merci Jean-François Colosimo, merci Valérie Toragnan, merci d'avoir brisé le silence sur l'Arménie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Irréductibles.